Donc, bonjour et bienvenue à cette formation de la GEFO portant sur le lobbying. Mon nom, c'est Edith et je suis la directrice générale de la GEFO. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous pour cette formation aujourd'hui. D'abord, j'aimerais reconnaître que puisque les bureaux de la GEFO sont à Ottawa, je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que cette nation est la gardienne et défenseur traditionnelle de ce territoire et nous la remercions de son accueil. Nous reconnaissons aussi que le colonialisme, le peuplement et le racisme systémique ont eu et continuent d'entraîner des conséquences néfastes sur les communautés autochtones. Nous vous invitons à prendre un moment pour songer au territoire où vous vous trouvez, ainsi qu'au peuple qui en est gardien. La formation d'aujourd'hui est accréditée par le barreau de l'Ontario pour 1 h 15 de contenu de droit de fond. J'aimerais souligner aussi que la formation d'aujourd'hui est enregistrée et le lien à l'enregistrement sera disponible et vous sera envoyé au cours des prochains jours. De plus, j'aimerais souligner quelques points d'organisation pour le webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes en format webinaire Zoom. Nous vous encourageons à poser vos questions dans la fonction Q&R ou dans le chat. Notre panéliste pourra répondre aux questions en temps opportun. Maître Angela Ogang se chargera de la gestion des questions et les posera à notre panéliste. Pour ceux et celles qui ne sont pas déjà membres de la GEFO, on vous encourage à devenir membre en visitant notre site web agefo.ca. Je souhaite d'abord présenter Maître Angela Ogang, qui sera notre modératrice aujourd'hui. Maître Ogang est une avocate bilingue, admise au barreau de l'Ontario, ainsi qu'au barreau du Kenya. Elle est née en Côte d'Ivoire et a fait ses études secondaires en France, où elle a obtenu son baccalauréat littéraire. Elle est titulaire d'un certificat en droit anglais de la London School of Economics, University of London, d'un diplôme en droit anglais et français, LLB, de l'Université d'Essex, d'un diplôme d'études juridiques françaises de l'Université de Strasbourg et d'une maîtrise en droit des sociétés et en droit commercial de Queen Mary, University of London. Maître Ogang exerce au sein du cabinet Angel Law au centre-ville de Toronto et travaille avec une clientèle diversifiée. Elle offre principalement des services en droit des testaments et successions, en droit de l'immigration et en droit des affaires, en français et en anglais. Elle est présentement la présidente du comité de formation professionnelle de la GEFO, ainsi que plusieurs autres regroupements juridiques. Elle fait partie de plusieurs autres regroupements juridiques. Merci, Maître Ogang, d'être avec nous aujourd'hui pour modérer notre formation. Je vais lui céder la parole afin qu'elle puisse présenter notre formatrice. Merci, Maître Pérus. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue et remercier tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je tiens aussi à reconnaître que la terre sur laquelle je me trouve est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et il abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais notamment que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas de Crédit. Alors aujourd'hui, nous avons l'occasion d'approfondir nos connaissances sur les exigences prévues par la loi sur le lobbying du Canada, ainsi que la loi de 98 sur l'enregistrement des lobbyistes de l'Ontario, y compris dans le contexte d'une campagne électorale comme présentement. Cette formation nous est offerte par Maître Suzanne Sabourin, avocate conseil chez Gowling WLG à Ottawa et membre de la GEFO. Forte de sa vaste expérience tant dans le secteur public que privé, Maître Sabourin
Sabourin, pardon, concentre sa pratique dans le domaine des affaires réglementaires. Elle conseille également ses clients et ses clientes sur les règles de divulgation encadrant leur communication avec les titulaires de charges publiques, tant au fédéral qu'en Ontario, afin d'assurer leur conformité aux lois et règlements en matière du lobbying au Canada. Alors, sans plus tarder, Maître Sabourin, à vous. Merci beaucoup, Maître Pérus et Maître Gagne. Et ça me fait plaisir d'être ici avec vous cet après-midi pour vous présenter un survol, forcément, des lois et règlements portant sur l'enregistrement des lobbyistes. Et je crois que c'est enfin par les temps qui courent, on a une élection, notre relation, comment pourrais-je dire, tendue, notre relation commerciale tendue avec les États-Unis, aussi incite plusieurs entreprises à communiquer avec le gouvernement fédéral portant sur la question des tarifs, bien sûr, et des contre-mesures que le gouvernement du Canada considère d'employer dans le futur si la situation s'aggrave. Alors, c'est dans ce contexte que je présente les règles et les règlements sur l'enregistrement des lobbyistes. Avant de commencer avec la discussion de fond, je veux faire une précision que je crois qui est très importante à faire au début d'une présentation. On a au Canada forcément le fédéral qui a sa loi sur le lobbying. Les 10 provinces ont également des lois d'enregistrement sur le lobbying. Et on a des municipalités qui ont des errants conseils aussi sur le lobbying. Alors, c'est une activité qui est très réglementée au Canada, mais aussi à travers les différentes juridictions, il y a des similarités comme il y a des différences. Alors, je vous présente les deux aujourd'hui, les similarités et les différences, mais je tiens à souligner et mettre l'emphase sur une différence fondamentale entre la loi fédérale, la loi sur le lobbying, et la loi de l'Ontario, je vais dire ça plus rapidement, là, sur le lobbying. Et cette différence fondamentale porte sur les exigences au niveau des déclarations. En Ontario, lorsque je vais présenter qu'est-ce qui constitue le lobbying et qui est un lobbyiste, vous allez constater que je parle seulement que de déclaration initiale. Il n'y a qu'une déclaration à faire en Ontario lorsqu'on est lobbyiste et c'est cette déclaration que l'on met à jour lorsqu'il y a des changements qui s'opèrent au niveau des activités de lobbying. Au fédéral, il y a deux types de déclarations. Il y a la déclaration initiale qu'un lobbyiste doit remplir je vais faire une distinction aussi là-dessus, s'il est lobbyiste conseil ou lobbyiste salarié. Et aussi, une fois que la déclaration initiale a été complétée et soumise à l'Office du lobbyiste du Canada, il y a aussi une obligation de faire des déclarations mensuelles concernant les communications que les lobbyistes au niveau fédéral auraient avec des responsables de charges publiques, c'est-à-dire des fonctionnaires, des sénateurs, des membres du Parlement. Alors, j'explique tout ça dans la présentation qui suit, mais je tenais à faire cette distinction-là parce que c'est une distinction qui va être, que je vais souligner, répéter à l'occasion durant la présentation. Alors, sans plus tarder, euh, je... bon, alors... j'essaie d'aller à l'autre page et ça semble être un problème. Merci. Bon,
Alors, qu'est-ce que le lobbying? Alors là, je dois faire une distinction entre la loi fédérale et la loi de l'Ontario. Alors, on commence par le fédéral. Tout ce qui est énuméré dans cette page s'applique aussi au gouvernement de l'Ontario. Alors, le lobbying, c'est de communiquer avec les titulaires d'une charge publique directement, soit par écrit ou verbalement, ou indirectement, appel au grand public, ce qu'on connaît en anglais, communément appelé en anglais grassroots lobbying, à propos d'une mesure réglementée. Alors, c'est le fait de communiquer avec les titulaires d'une charge publique à propos d'une mesure réglementée. Ça, c'est important parce qu'il y a des mesures qui ne sont pas réglementées. Alors, les mesures réglementées qui font l'objet d'une communication appelée communément une communication de lobbying. Alors, toutes les communications qui visent soit l'élaboration, le dépôt, l'adoption, le rejet ou la modification d'une proposition législative, un projet de loi, une résolution, un règlement, c'est une communication qu'on appelle communément, là, c'est du lobbying, si vous me permettez l'expression. Ensuite, si on vise à élaborer ou modifier une politique ou un programme, c'est toujours du lobbying. Si on cherche à obtenir l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier, c'est du lobbying. Si on cherche à obtenir un octroi d'un contrat de service auprès du gouvernement, encore une fois, c'est du lobbying. Et finalement, si on tente d'organiser une rencontre entre un titulaire d'une charge publique, en anglais connu sous le terme Public Office Holder, si vous avez déjà entendu cette expression-là, et toute autre personne. Alors, je tiens à souligner que pour un client, pour de l'argent, les lobbyistes conseillent. Ça s'applique pour les lobbyistes conseils ou les employés dans l'exercice de leurs fonctions liées à leur travail, qui sont appelés communément lobbyistes salariés. Et donc, dans les deux cas, les lobbyistes exercent leur activité de lobbying contre rémunération, contrepartie. Alors, c'est très important, ça, la rémunération. Alors, non seulement on communique et non seulement on essaie de changer ou de modifier des lois ou des programmes ou obtenir des contrats, mais le tout doit se faire dans le contexte qu'on est rémunéré, soit par notre employeur ou notre client, pour effectuer ces activités de lobbying-là. Et je tenais à souligner que les mesures 4 et 5 de la présentation ici, lorsqu'il s'agit d'un octroi de contrat, ou organiser une rencontre, ça s'applique seulement aux lobbyistes conseils. Alors, pourquoi j'ai fait cette distinction-là entre lobbyiste conseil et lobbyiste salarié? Premièrement, c'est une distinction qui est faite par la loi. Alors, c'est très important. Et nous, ceux d'entre nous qui sont avocats, ou la plupart d'entre nous, souvent, on est appelé à représenter nos clients sur des politiques publiques, des législations, des règlements. Alors, forcément, si on agit de la sorte au niveau fédéral, on est des lobbyistes conseils. Ça ne s'applique pas uniquement aux gens qui travaillent dans les firmes de relations gouvernementales ou d'affaires publiques, qui font aussi souvent des représentations pour leurs clients. Un avocat aussi agit comme lobbyiste conseil lorsqu'il représente un client auprès d'un titulaire d'une charge publique et forcément il est rémunéré pour le faire et surtout si la communication porte sur une mesure réglementée. Alors ça situe les règlements pour le fédéral. En Ontario, le lobbying peut aussi inclure deux autres activités avec un titulaire d'une charge publique. Premièrement, si on essaie
d'influencer le gouvernement, de vendre en tout ou en partie une entreprise, un établissement, une institution qui fournit des biens ou des services au gouvernement ou au public. Alors, il s'agit d'une institution publique. Et aussi, toute décision de conférer au secteur privé au gouvernement. Bon, la première exemple qui m'arrive à l'esprit, c'est lorsqu'on fait affaire avec des entreprises, et malheureusement, le seul exemple que je peux voir, c'est si on fait affaire avec des consultants là, pour fournir des services auprès du gouvernement, des études, des services techniques, etc. Alors, l'Ontario ajoute ces deux critères-là aux mesures réglementées par la loi qui font l'objet d'une activité de lobbying. Alors, là, ce qui est important de retenir aussi, c'est maintenant, je vous ai déjà dit au début, qu'il y a des mesures qui sont non réglementées, qui ne font pas l'objet d'activités de lobbying. Alors, ces mesures que j'identifie s'appliquent également à la loi fédérale et à la loi de l'Ontario. Alors, la loi sur le lobbying et la loi de 1988 sur l'enregistrement des lobbyistes en Ontario. Alors, toute soumission dans le cadre de procédures qui relèvent du domaine public, soit un comité parlementaire ou, dans le cas de l'Ontario, un comité de l'Assemblée législative, ne sont pas des activités de lobbying. Et pourquoi? Parce que les soumissions se font dans le contexte des trois critères suivants. Premièrement, il y a toujours un avis, comme quoi il y a une consultation, il y a, on étudie un projet de loi, on étudie une question de politique publique. Alors, les avis sont toujours affichés par soit le site du gouvernement, le site du Parlement au fédéral ou le site du gouvernement de l'Ontario. Ensuite, on a un procès verbal très détaillé sur les témoignages des soumissionnaires. Et finalement, il y a aussi des rapports ou un procès verbal aussi très détaillé et aussi des décisions qui sont prises par les comités qui sont aussi publiées à l'intention de mettre ça à l'intention du grand public. Alors, c'est pourquoi c'est pas du lobbying, parce que dans le fond, la loi sur le lobbying vise premièrement à assurer la transparence pour que les citoyens sachent qui font des représentations auprès du gouvernement. Alors, ça rencontre les exigences de transparence plutôt. Ensuite, toute communication relative à l'exécution, l'interprétation, l'application d'une loi ou d'un règlement. En anglais, on appelle ça the lawyer's exemption. Alors, lorsqu'on vise à comprendre une loi ou un règlement, ça ne constitue pas du lobbying parce qu'on cherche tout simplement à avoir une conversation avec les titulaires d'une charge publique ou les décideurs à comprendre comment telle loi ou tel règlement va s'appliquer dans tel contexte ou tel autre contexte. Aussi les demandes d'information, il y en a plusieurs. On peut penser qu'on appelle souvent, on fait affaire avec le gouvernement assez souvent pour obtenir des demandes d'information, surtout, je pense à mon expérience quand il s'agit de programmes. Il y en a tellement. Savoir si on rencontre les critères d'éligibilité ou non. Alors ça constitue une demande d'information, un exemple, qui ne constitue pas une activité de lobbying. Et le dernier plutôt
le dernier critère, c'est la présentation d'observations orales ou écrites par un particulier au titulaire d'une charge publique en réponse directe à sa demande écrite d'avis ou d'observation, c'est-à-dire que le titulaire d'une charge publique demande un avis ou une observation, ou il s'agit d'un député à l'Assemblée législative pour le compte d'un électeur de sa circonscription ou à l'égard d'une question personnelle touchant ce dernier. Alors, grosso modo, si un titulaire d'une charge publique demande une observation, une soumission, on répond, c'est pas du lobbying. Et dans le cas de l'Ontario, pour l'Assemblée législative de l'Ontario, si on communique avec notre député concernant, ou un député, je devrais dire, pour le compte d'un électeur, mais qu'il s'agit d'une question personnelle touchant ce dernier, il ne s'agit pas de lobbying. Alors, ça, ce sont les 4 activités qui encadrent ce qui ne constitue pas du lobbying. Et puis, je dois dire aussi que dans le cas du fédéral, la présentation d'observations orales ou écrites là, par un particulier en réponse à une demande d'un titulaire d'une charge publique ne constitue pas du lobbying, surtout si la consultation a les mêmes critères qu'une consultation qui a lieu dans le cadre d'un comité parlementaire. Alors, souvent, on entend parler de conseils, comités consultatifs, tables rondes, forums publics. Enfin, les ministres ont souvent déclenchent des procédures de consultation. Alors, encore là, ça doit rencontrer les critères qu'on rencontre au niveau parlementaire. Alors, si la procédure de consultation, l'existence de cette consultation peut être connue du public, il y a un avis de consultation et un procès verbal assez détaillé. Donc, forcément, c'est tout comme si c'est un comité parlementaire. Donc, l'activité de lobbying, on n'est pas obligé de dire que c'est de l'activité du lobbying parce que ce n'en est pas. Par contre, si le tout est assez, comment je pourrais dire, donc opaque, c'est-à-dire pas très transparent, là, on doit donc considérer que c'est une activité de lobbying. Et j'aimerais faire une distinction et la porter dans le contexte actuel. On a eu beaucoup de demandes de consultation concernant les tarifs, les contre-mesures, depuis que le président Trump est en fonction le 21 janvier et depuis ses multiples annonces concernant les tarifs. Si la consultation se déroule dans le contexte de ce qu'on appelle la Gazette du Canada, c'est-à-dire surtout la partie 1 là, qui inclut tous les projets de réglementation des gouvernements, des départements fédéraux, ainsi que les avis de consultation et tout ça. Ça ne constitue pas du lobbying parce que c'est une consultation formelle qui rencontre encore les exigences de transparence. Alors, on touche seulement que les consultations, ce que je disais, les comités consultatifs ou les conseils consultatifs ou les conseils d'experts, ça soulève des questions à savoir si c'est du lobbying ou pas. Alors, je vais terminer là-dessus pour pas trop m'attarder sur le sujet. Vous pourrez poser des questions de clarification si vous désirez. Alors, qui doit s'enregistrer en tant que lobbyiste? J'ai déjà fait allusion au fait qu'il y a 2 types de lobbyistes, les lobbyistes conseils et les lobbyistes salariés. Et pour simplifier la chose, j'ai mis en parenthèse entreprise ou organisation. Ce que j'explique s'applique également au fédéral et ainsi au gouvernement de l'Ontario. Et l'Ontario a un critère de surplus que je vais souligner également.
Alors, les lobbyistes conseils, il n'y a aucun seuil d'enregistrement qui s'applique aux lobbyistes conseils, c'est-à-dire, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais c'est-à-dire que il n'y a aucun critère ou exigence qui dit, bon, monsieur ou madame lobbyiste conseil, vous n'avez qu'à vous enregistrer après 10 heures de travail comme lobbyiste ou après 5 heures de travail comme lobbyiste. Ça n'existe pas. Dès que vous acceptez un mandat pour agir comme lobbyiste conseil, vous devez vous inscrire ou considérer vous inscrire parce que vous devez soumettre votre première déclaration lorsqu'il s'agit du fédéral, au plus tard 10 jours après s'être engagé à exercer des activités de lobbying. Et le même critère existe pour l'Ontario. Aussi, le lobbyiste conseil doit confirmer que l'engagement ne prévoit aucun paiement conditionnel, en anglais communément le contingency payment, en tout ou en partie lié au degré de succès de son engagement. Alors, ce sont les critères de base qui s'appliquent au lobbyiste conseil, au fédéral et en Ontario. De plus, en Ontario, la loi sur la responsabilité du secteur parapublic interdit de payer un lobbyiste ou d'engager un lobbyiste et le payer à même les fonds publics, ce qui forcément fait du gros bon sens, là. Mais ça, c'est pour les lobbyistes conseils. Bon, je vais expliquer l'exception des cadres supérieurs, mais les lobbyistes salariés, ceux qui travaillent pour un employeur, sont soumis aux règles relatives au seuil d'enregistrement des lobbyistes selon la loi sur le lobbying. Ça, c'est la loi fédérale. Le seuil d'enregistrement est atteint lorsque le lobbying constitue une part importante des fonctions, 20% des fonctions, d'un ou plusieurs employés d'une entreprise ou d'une organisation qui s'engagent à exercer des activités de lobbying pendant une période d'un mois. Il s'agit d'un seuil collectif. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un seuil collectif. Alors, qui s'applique à un ou à plusieurs employés. C'est donc dire que, disons que vous avez déjà 3 employés qui sont enregistrés comme lobbyistes parce qu'ils ont rencontré le seuil d'enregistrement et que vous avez un autre lobbyiste, vous avez engagé quelqu'un d'autre pour faire du lobbying auprès de l'environnement et le changement climatique et toutes les politiques autour de ça. Forcément, il commence ses fonctions, mais vous devez tout de même l'enregistrer parce que là, c'est collectif, même si lui, personnellement, ou elle, personnellement, n'a pas atteint le seuil de 20%, les 3 autres l'ont atteint. Alors, c'est comme ça qu'on interprète le seuil collectif. Alors, c'est important à retenir. Et puis, une déclaration est requise au plus tard 2 mois suivant la date. Alors, non seulement vous devez vous rencontrer le critère, le seuil d'enregistrement de 20%, mais une fois que vous avez atteint ce seuil, vous avez au plus tard 2 mois avant de soumettre votre déclaration initiale. Bon. Et alors, les déclarations obligatoires, comme j'expliquais au début de la présentation, nous en avons 2. Les déclarations, ce que j'appelle initiales, et les déclarations mensuelles. Alors, au niveau du fédéral, le règlement afférent sur la loi sur le lobbying, et j'ai donné le numéro du règlement parce que le titre est assez long et ça prend beaucoup de place, prescrit la forme et les modalités des déclarations effectuées, y compris les déclarations initiales et mensuelles des lobbyistes conseils et des lobbyistes salariés, ainsi que le type d'activité de lobbying à déclarer dans les déclarations mensuelles. Alors, c'est beaucoup, là, ça. Alors, ça s'applique aux 2 types de lobbyistes
et toutes les formes et les modalités de déclaration à effectuer sont dans le règlement et sont aussi précisées dans les dispositions législatives. Je vais vous dire que la loi de 1988 sur sur l'enregistrement des lobbyistes de l'Ontario prescrit aussi la forme et les modalités des déclarations effectuées. Comme j'expliquais au début, il s'agit seulement de la déclaration initiale dans le cas de l'Ontario. Il n'y a pas de règlement à cet effet. Les modalités et la forme sont précisées dans les dispositions législatives de la loi. Alors, c'est la différence entre les deux, les régimes fédéral et provincial. Ce qui est commun, par contre, c'est que tous les registres sont une base de données publique et recherchable de toutes les activités de lobbying enregistrées, ce qui permet d'assurer la transparence. Vous pouvez aller dans les sites des commissaires au lobbying ou des registraires du lobbying à travers le Canada, dans les municipalités, vous pouvez cliquer sur rechercher la base de données et si vous cherchez à consulter ou savoir si la compagnie XYZ est enregistrée et quel type d'activité de lobbying elle entreprend, à qui elle parle, etc., etc., toutes ces données sont disponibles en ligne. Alors, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment forcément là, rien qui est très opaque, c'est tout transparent. Et puis, c'est important de retenir aussi que les déclarants, qu'il s'agisse du lobbyiste conseil ou du lobbyiste salarié, doivent respecter les exigences de divulgation et les délais fixés par la loi et ses règlements d'application. Comme j'expliquais tantôt, lorsqu'on a atteint au fédéral le seuil de 20 on a ensuite 2 mois à soumettre notre déclaration initiale auprès du commissaire du lobbying du Canada. Et le non-respect de ces exigences-là ou des délais constitue une infraction, et je parlerai des infractions en fin de la présentation. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse parce que j'ai complètement oublié de parler de l'Ontario lorsque je parlais des déclarations. Alors, en Ontario, comme j'expliquais, vous n'avez qu'à fournir ou remplir une déclaration initiale. Il y a un seuil d'enregistrement qui s'applique en Ontario également, qui diffère de celui du fédéral. En Ontario, on doit s'inscrire comme lobbyiste et on a la même chose qu'au fédéral, 2 mois pour le faire. Dès qu'on a atteint 50 heures d'activité de lobbying sur une période d'1 an. Alors, forcément, le seuil d'enregistrement est très différent, peut-être plus relax, si on peut dire, pour l'Ontario, mais il y a aussi un seuil d'enregistrement en Ontario qui s'applique. Alors, je voulais tout simplement le souligner avant d'oublier que les règlements diffèrent au niveau fédéral et au niveau provincial concernant le seuil d'enregistrement. Merci. Bon. Alors, dans les déclarations obligatoires des lobbyistes salariés, le cadre dirigeant doit fournir les renseignements suivants. Alors, qui est le cadre dirigeant? Parce que le cadre dirigeant est défini dans la loi. Même chose pour l'Ontario. C'est l'employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées dans l'entreprise. Forcément, ou aussi connu par le président-directeur général. Alors, ou président, ou
gérants de pays. Là, si on traite d'entreprises globales. Est-ce que vous pouvez aller à à la page 8, s'il vous plaît? Merci. Alors, là, ce qui est exigé par la loi, ce sont les coordonnées de l'entreprise et de sa société mère, une description générale des activités de l'entreprise. Si l'entreprise a des filiales, toutes les filiales qui ont un intérêt dans les résultats des activités de lobbying, le nom des lobbyistes salariés et les charges publiques ou des charges publiques désignées, c'est-à-dire que si dans le passé, ils ont été titulaires d'une charge publique au fédéral ou au provincial, ils doivent déclarer qu'ils ont été titulaires d'une charge publique dans la déclaration. Ensuite, tout financement qui aurait été reçu ou anticipé de tout gouvernement ou organisme gouvernemental. Bon, on peut aller à la page numéro 9. Merci. Ensuite, toutes les mesures réglementées qui sont visées par nos activités de lobbying, telles qu'expliquées là, selon la première page de la présentation, les propositions législatives, programmes, subventions, contributions, toutes les institutions fédérales avec lesquelles ils communiquent, et les techniques de communication utilisées ou prévues. Alors, appel au grand public, rencontres personnelles, conversations téléphoniques, courriel, présentation. Alors, le formulaire, ce qui est assez simple, c'est que le formulaire contient beaucoup d'informations parce que plusieurs cases contiennent déjà l'information. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur les institutions qui s'appliquent ou sur les techniques de communication qui s'appliquent ou ensuite, si vous communiquez avec un député, tous les députés sont listés. Vous n'avez qu'à cliquer le député avec lequel vous entretenez des communications. Alors, c'est assez facile à ce niveau-là. Alors, ce que je dois expliquer par contre, c'est que le cadre dirigeant doit fournir 2 listes distinctes d'employés qui communiquent avec les titulaires d'une charge publique. Alors, la liste des dirigeants qui relèvent du cadre dirigeant, là, celui qui est le plus haut fonctionnaire, eux ne sont pas soumis, comme le cadre dirigeant, au seuil d'enregistrement. Alors, ils doivent être enregistrés ou énumérés sur la déclaration initiale. Alors, qui sont les dirigeants qui relèvent du plus haut, de l'employé qui est le plus haut rémunéré? Bon, si on parle d'un président directeur général, souvent c'est le vice-président finance, vice-président marketing, vice-président opération. Ce sont communément ces gens-là qui relèvent directement je vais appeler ça communément le PDG. Et puis, ensuite, la liste des employés des cadres supérieurs dont les activités représentent une partie importante des fonctions. C'est ça le seuil d'enregistrement, le 20% ou plus. Et là, les cadres supérieurs, ben là, on descend d'un niveau, là. Ça peut être, un directeur exécutif qui travaille sous le VP de finance ou VP de marketing. Alors, c'est cette distinction-là qu'on doit apporter au niveau fédéral, au niveau du seuil d'enregistrement de lobbying. La même exigence ne s'applique pas à l'Ontario. Fiche suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, on a parlé des lobbyistes salariés. Maintenant, les lobbyistes conseils, il y a peut-être quelques petites différences. Bon, alors, ils doivent, s'ils ont occupé des postes comme anciens titulaires d'une charge publique, ils doivent déclarer ça. Alors, ça, c'est pareil comme les lobbyistes salariés. Eux, par contre, doivent déclarer les personnes, les entreprises, les organisations, associations, c'est qu'ils représentent, c'est-à-dire leurs clients.
Alors, et une fois qu'ils ont fait ça, là, la société mère, et si la société mère a des filiales, les filiales qui profitent des activités de lobbying. Dans le cas d'un lobbyiste conseil, qui s'applique plus que dans le cas d'un lobbyiste salarié, si leurs clients sont des membres d'une coalition, alors ils doivent déclarer la coalition pour laquelle ils travaillent. Fiche suivante, s'il vous plaît. Bon, tout financement public anticipé ou reçu. Toujours encore les mesures réglementées qu'on vise, c'est-à-dire les activités de lobbying, les institutions fédérales avec lesquelles ils communiquent. Et pour les lobbyistes conseils, l'autre différence, c'est s'ils prévoient organiser des rencontres au cours de leur engagement ou non. Parce que, comme expliqué au tout début, une mesure réglementée pour un lobbyiste conseil est que le lobbyiste conseil, à titre de, de personne qui représente un client, c'est le lobbyiste conseil qui organise les réunions pour le client. Alors, donc, ils doivent déclarer dans leur déclaration si effectivement ils prévoient organiser des rencontres ou non. Forcément, la réponse est toujours oui, parce que ça fait partie, souvent ça fait partie du mandat qui leur sont conférés par leurs clients. Fiche suivante, s'il vous plaît. Bon, le titulaire d'une charge publique, comme je disais, aussi communément connu en anglais comme euh, Public Office Holder. Alors, la traduction officielle en français ou l'abréviation officielle en français dans le cadre de la loi sur le lobbying au fédéral, c'est TCP. Alors, si vous voyez des TCP maintenant au cours de la présentation, c'est qu'il s'agit d'un titulaire d'une charge publique. OK. Comme je souligne, la définition d'un titulaire ou d'une titulaire d'une charge publique est la même à travers le pays. Alors, il s'agit de députés, sénateurs, membres de l'Assemblée législative provinciale et leur personnel. Ensuite, il s'agit de dirigeants, administrateurs et employés des gouvernements fédéraux et provinciaux, des agences gouvernementales, des conseils et des commissions, et finalement, les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou de la police provinciale. En Ontario, c'est la police provinciale de l'Ontario. Pour je vais appeler ça communément, rapidement, les fonctionnaires du gouvernement, la loi de l'Ontario contient un règlement qui nous permet de vérifier si le fonctionnaire du gouvernement ou d'une agence ou d'une commission ou avec lequel on a des communications est effectivement un titulaire d'une charge publique. Si oui, alors ça fait partie de notre déclaration initiale. Sinon, il ne s'agit pas d'activité de lobbying. On continue à communiquer avec eux et lorsque le règlement change, ben, on vérifie le règlement pour s'assurer qu'on est conforme avec le règlement. Alors, je voulais souligner ça parce que c'est un des règlements que la loi provinciale, un règlement afférent à la loi provinciale, la loi fédérale ne contient pas un règlement pour les titulaires d'une charge publique. Fiche suivante, s'il vous plaît. Ce que la loi fédérale contient, par exemple, c'est un règlement sur le titulaire d'une charge publique désignée. En anglais, Designated Public Office Holder. Parce que, au niveau fédéral, vous devez faire des déclarations mensuelles si vous avez des communications avec un ou des titulaires d'une charge publique désignée. Qui sont ces titulaires d'une charge publique désignée? Le premier ministre et tous les ministres de la Couronne.
tout poste au sein de l'équipe du chef de l'opposition à la Chambre des communes, donc à l'époque où on se parle, c'est encore M. Poilievre, et au sein de l'équipe du chef de l'opposition au Sénat, les sénateurs et les députés, les hauts fonctionnaires du gouvernement, qui sont énumérés en fonction, nommés en fonction de la loi sur l'emploi dans la fonction publique. Généralement parlant, ou sauf exceptions qui sont très rares, les hauts fonctionnaires sont les sous-ministres adjoints, les sous-ministres adjoints associés ou les postes de rang équivalents. Et les postes de rang équivalents on les retrouve surtout au niveau des sociétés de la couronne. Parce qu'il y a plusieurs sociétés de la couronne qui sont énumérées comme étant, comme faisant l'objet de lobbying. Je pense à, bon, l'Export Development Corporation, excusez-moi, le français m'échappe complètement. Alors, bon, les sociétés de la couronne, les postes de rang équivalent à ce niveau-là. Aussi, souvent, on a des postes qui sont appelés directeurs exécutifs et souvent, ça, c'est équivalent aux fonctionnaires. Parfois, il y a un petit peu de recherche à faire, mais grosso modo, là, lorsque les gens rencontrent les titulaires d'une charge publique désignée, ce sont forcément les décideurs qui sont les sous-ministres ou les sous-ministres adjoints ou adjoints associés. Alors, aussi, tout poste de conseiller principal du conseil privé auquel le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil. Alors, ça, c'est forcément, là, c'est le gouverneur en conseil, c'est l'exécutif du gouvernement. C'est lorsque le premier ministre désigne un poste de conseiller principal ou conseiller privé, par exemple. S'il désignait, disons, un conseiller principal au niveau de la sécurité nationale. Ben, il y en a un, alors ça serait un titulaire d'une charge publique désignée. Le ministre adjoint des Affaires gouvernementales au bureau du conseil privé et tous les postes, là, les hauts gradés à Défense nationale, donc ça va du chef d'état-major de la Défense jusqu'au juge avocat général et finalement le contrôleur général du Canada. Alors, tous ces gens sont nommés dans le règlement sur le lobbying, la loi sur le lobbying et le règlement désignant certains postes comme poste de titulaire d'une charge publique désignée. Alors, ça, c'est assez facile. Bon, les déclarations mensuelles. En vertu de la loi sur le lobbying, et les lobbyistes conseils et les lobbyistes salariés doivent déposer des déclarations mensuelles concernant les communications orales ou organisées par eux avec un titulaire d'une charge publique, et ça doit se faire 15 jours après la fin de chaque mois. Et les déclarations mensuelles doivent divulguer chaque communication liée à des activités de lobbying impliquant un titulaire d'une charge publique désignée, le nom et le poste de l'individu, l'institution gouvernementale dans laquelle il travaille, la date de la communication, détails permettant d'identifier l'objet de la communication. Il ne s'agit pas tout simplement de dire j'ai rencontré le sous-ministre de Santé Canada pour discuter de santé. Alors, il faut donner un petit peu plus de précision, là. Et s'il y a des corrections à apporter aux informations contenues dans les déclarations précédentes, c'est le temps de le faire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, ça, ce sont les règlements que je viens de résumer. Alors, qu'est-ce qui est le lobbying? Qu'est-ce qui n'est pas le lobbying? Et lorsqu'on parle de mesures réglementées, ce qu'on doit déclarer en Ontario dans notre déclaration initiale et au fédéral dans notre déclaration initiale et dans nos déclarations mensuelles si on a des conversations avec des titulaires d'une charge publique désignée. Également, au fédéral, il y a des règles du Code de conduite de lobbyiste qui s'appliquent et que les lobbyistes doivent respecter.
Alors, les lobbyistes doivent se conformer à toutes les règles du code, mais j'ai isolé 3 ou 4 règles qui sont l'objet de plusieurs questions, du moins dans ma pratique, et je voulais les souligner ou vous partager avec vous lesquelles sont les plus communes. Alors, les premières portent sur les cadeaux et les marques d'hospitalité. Grosso modo, on ne doit pas offrir de cadeaux de marque d'hospitalité directement ou indirectement, soit un titulaire d'une charge publique ou un titulaire d'une charge publique désignée, là, qu'on espère influencer. Bon, évidemment, il y a des cadeaux de faible valeur. Et là, par faible valeur, on entend 40 dollars dans la limite d'un plafond annuel de 200 dollars euh, par personne, là, par titulaire d'une charge publique. Le 40 dollars a été fixé de l'année 2023. Alors, le commissaire au lobbying du Canada s'est engagé à tenir compte de l'inflation, mais je n'ai rien vu comme quoi la somme du cadeau de 40 dollars ou la somme annuelle de 200 dollars avait été augmentée. Peut-être s'il s'agit de quelques dollars, ça vaut pas la peine, mais enfin, c'est l'esprit derrière ce qu'on entend par faible valeur. Et puis, bon, alors on peut toujours faire on peut toujours offrir des cadeaux qui sont soit là un article promotionnel ou qui, euh, qui s'applique dans le cas des fonctions officielles euh, des, des titulaires de charges publiques. Alors, par exemple, on a un titulaire d'une charge publique qui vient faire une présentation ou qui se présente à notre conseil d'administration pour discuter d'un sujet. Il doit stationner, on paye son stationnement en titre de remerciement. Bon, ça, c'est acceptable parce que c'est une valeur qui rencontre le seuil du 40 dollars. Des articles professionnels ou promotionnels, excusez-moi, stylo, tasse de café, carnet de notes. Souvent, on parlait de plaques, mais je crois que les plaques sont peut-être plus dispendieuses à produire. Maintenant, elles ne rencontrent pas le seuil du 40 dollars. Alors, je voulais souligner ça parce que c'est souvent souvent des questions qu'on qu'on doit répondre avec nos clients. Il ne faut pas oublier aussi que la règle du code de conduite des lobbyistes est un code parmi d'autres. Il y a d'autres informations connexes qui nous permettent souvent de décortiquer l'application, l'interprétation là, du code ou de la loi, parce que, comme vous savez sans doute, il y a des codes régissant les conflits d'intérêts des députés, il y a un code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs, et puis un code de valeurs et d'éthique du secteur public. Alors, on doit prendre ça en ligne de compte aussi, parce que le lobbyiste a des obligations, mais les députés, sénateurs et fonctionnaires ont aussi des restrictions au niveau des cadeaux et des marques d'hospitalité qu'ils peuvent accepter. Fiche suivante, s'il vous plaît. Alors, lobbying et éthique, des règles de code sur le travail politique. C'est très pertinent par les temps qui courent. Alors, le code a été révisé et a été finalisé en 2023. Et contrairement à l'ancien code de 2015 qui parlait de conflit d'intérêts, le code de 2023 parle de sentiment d'obligation. Alors, il faut éviter de créer un sentiment d'obligation auprès de nos intervenants lorsqu'on est lobbyiste en raison d'une relation étroite, là, faut pas que notre député ou notre sénateur ou notre fonctionnaire se sente obligé d'agir en fonction de nos observations ou de nos recommandations.
Alors, le code définit relations étroites comme l'affection personnelle, confiance mutuelle, loyauté, interdépendance commerciale, financière, aussi professionnelle, qui va au-delà d'une simple connaissance. Alors, la règle a été mise à jour pour le travail politique dans le code de 2023. Alors, il y a une interdiction de lobbying pour 24 mois si le lobbyiste a travaillé pour le fonctionnaire dans des fonctions de direction de fonctions politiques de haut niveau, comme par exemple gestion de campagne, rédacteur, recherchiste principal, rédacteur de discours, des postes stratégiques. Et puis une interdiction de lobbying de 12 mois pour les autres fonctions. Par exemple, si on fait des collectes de fonds, du démarchage, le fait d'afficher une affiche sur notre gazon disant je vote pour monsieur un tel du parti X ou madame un tel du parti Y ne constitue pas du lobbying. Alors, c'est l'activité politique qui a été encadrée pour éviter justement là que les députés, les sénateurs, surtout les députés aient un sentiment d'obligation envers les lobbyistes après une élection. Fiche suivante, s'il vous plaît. L'Ontario n'a pas de code de lobbying, alors on doit regarder les lois de l'Ontario en matière de conflit d'intérêts. Alors, la loi de 98 sur l'enregistrement des lobbyistes interdit aux lobbyistes de placer sciemment là, une ou un titulaire de charge publique en position de conflit d'intérêts, et on parle d'un conflit d'intérêts réel ou perçu. La loi de 94 sur l'intégrité des députés interdit, il y a une interdiction là, de base pour accepter un don, un honoraire ou un avantage lié là, indirectement à l'exercice de leur fonction. Cette règle-là, comporte quelques exceptions qui sont très similaires au code fédéral, là. Bon, en raison du protocole, de la coutume, à l'obligation ou à l'occasion d'obligations officielles. On préfère des dons de faible valeur, mais en Ontario, bon, tout don d'une valeur de 200 $ ou plus doit être divulgué par le député au commissaire à l'intégrité de l'Ontario. Ce que le commissaire à l'intégrité de l'Ontario préfère, c'est que les députés consultent avec le commissaire avant d'accepter un cadeau, là, surtout s'il s'agit d'un cadeau d'une somme assez intéressante. Une tasse de café, non, mais s'il s'agit de je sais pas, d'un accès à une conférence ou un gala, ça pourrait causer problème. Ensuite, il y a un règlement qui s'applique aussi sur la fonction publique de l'Ontario, et puis interdit aux fonctionnaires d'accepter des dons, point à la ligne. Et puis la loi impose aussi des limites en matière d'activité politique. Et souvent, ce que la loi exige, c'est que si un fonctionnaire veut s'engager politiquement lors d'une élection, il serait préférable qu'il prenne congé pour le faire, ou si l'activité n'est pas une activité stratégique, peut-être que là, alors, il peut continuer ses fonctions comme fonctionnaire et participer, s'engager ou faire du travail politique durant ses heures de loisirs. Fiche suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive par les temps qui courent et comment on a quoi, là, quelques jours à aller, mais bon, le tableau, la source du tableau est le Commissariat Lobbying du Canada, mais je vous assure que les mêmes règles s'appliquent en Ontario. Alors, lorsqu'une élection est déclenchée, vous savez sans doute que le premier ministre ou les ministres, comme les premiers ministres provinciaux, fédéraux et les sénateurs, continuent toujours dans leurs fonctions. On a vu que, bon,
premier ministre Carney comme premier ministre Ford ont dû agir comme premier ministre et premier ministre de l'Ontario durant la période assez chaude lors de la discussion de tarifs avec les États-Unis. Alors, vous devez déclarer. Surtout, là, ça s'applique. On parle d'assez haut niveau, alors vous devez vous assurer que votre déclaration initiale contienne tous ces personnes dans votre déclaration initiale et vous devez faire aussi des déclarations mensuelles. Tous les membres du personnel ministériel qui conservent leur poste au sein du cabinet lors de l'élection, parce que ce ne sont pas tous le personnel ministériel qui va suivre son ministre lors d'une élection et travailler sur la campagne électorale. Alors, tous ceux qui restent en fonction là, pour gérer le bureau et les enjeux politiques autres que la campagne électorale, encore là, une fois, ils font l'objet de lobbying si vous faites des représentations auprès d'eux. Et dans les temps qui courent, je parle souvent des tarifs, mais c'est l'expérience qu'on a vécue durant les derniers mois. Ça n'a pas empêché des activités de lobbying, même si on est en période électorale, auprès de ces gens-là, parce que forcément, on devait quand même, le gouvernement devait répondre au gouvernement des États-Unis. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer le personnel ministériel qui quitte un poste pour participer à une campagne électorale. Ça ne s'applique plus. Tous les anciens députés et membres du Parlement, là, y compris les secrétaires parlementaires, ne sont plus des titulaires d'une charge publique parce que le Parlement a été dissolu en vue de l'élection. Alors, si vous allez à un pique-nique ou une rencontre publique et que vous parlez à un candidat politique, vous faites des représentations, bon, ça s'applique plus. C'est pas du lobbying. Et le personnel d'un ancien député ou d'un membre du Parlement, encore là, bon, ancien député, ça va de soi, il n'est plus titulaire d'une charge publique ou membre du Parlement, encore là, le Parlement est dissolu, il n'y a plus de Parlement. Alors, ça ne s'applique pas. Alors, vous devez seulement porter votre attention au premier ministre et au ministre et aussi membres du personnel là, qui restent dans les cabinets lors d'une élection. Alors, la dernière fiche, pourquoi est-il important de se conformer? On a l'avant-dernière. Bon, premièrement, prévenir les atteintes à la réputation de l'entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui veut voir son nom sur la première page d'un journal ou en ligne ou sur X ou quoi que ce soit, disant qu'il est accusé de contrevention à la loi sur le lobbying du Canada ou de l'Ontario ou une autre loi. C'est pas très, très bon. Les sanctions varient d'une juridiction à une autre. Ce que je tiens à souligner, c'est que le fait de ne pas remplir une déclaration, de faire sciemment une fausse déclaration, peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et une amende pouvant atteindre 200 000 $. Ça, ce sont au niveau fédéral. Ce sont ce qu'on appelle là, ce sont des sanctions criminelles qui vont s'appliquer. Au niveau fédéral, le commissaire au lobbying publie les résultats des enquêtes. Donc, tout le monde sait qui a contrevenu à la loi, quelle peine, quelle infraction il a commis et quelle peine il a été soumis. Ensuite de ça, lorsque le commissaire au lobbying soumet son rapport au Parlement, toute la divulgation se fait à ce niveau-là également. C'est la même chose pour l'Ontario et aussi lorsque on applique des sanctions criminelles, surtout là, une fausse déclaration. Et par fausse déclaration, je vais vous donner quelques exemples, parce que je sais que le temps file.
Ce qui est communément des fausses déclarations ou absence de déclaration, je vais vous en donner une là, assez récente du fédéral. Un type dénommé Bruce Carson, et c'est dans le site du commissaire, a été coupable de mener des activités de lobbyiste conseil, de lobbyiste salarié, tout étant assujetti à l'interdiction quinquennale de faire du lobbying. Parce qu'une fois qu'on a été fonctionnaire du gouvernement, on a une interdiction quinquennale de faire du lobbying. Alors, il n'a pas fait de déclaration. Non seulement il n'a pas fait de fausses déclarations, il n'en a pas fait. Et puis, il faisait du lobbying. Alors, sa période d'interdiction de lobbying a été d'une durée d'1 an. Il a été imposé une peine de 50 000 et il a perdu, en appel, il a perdu son appel parce que la Cour d'appel a tout simplement, la Cour d'appel fédérale a tout simplement euh, appuyé la Cour de première instance sur le sujet. La même chose, et puis ça, c'était un jugement qui est relatif à une situation en Ontario. Encore là, ceux qui n'enregistrent pas leurs activités, bon, un cas en Ontario, 9 mois d'interdiction ou 20 000 à payer. Alors, c'est commun. Malheureusement, c'est souvent les lobbyistes conseils, non les lobbyistes salariés, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est souvent là, les gens qui ne font pas de déclaration ou qui font de fausses déclarations, c'est très sérieux. Alors, et puis, l'Ontario aussi, comme le fédéral, se réserve le droit de publier les noms de ceux qui font des infractions, de publier les périodes d'interdiction et des peines qui leur sont imposées. Alors, finalement, je vais juste vous parler de quelques changements à l'horizon très, très rapidement. Bon, le seuil d'enregistrement des lobbyistes salariés, dont je vous ai parlé au fédéral, le 20 va sans doute changer. Le commissaire au lobbying ben, pas va sans doute changer, va changer. Le commissaire au lobbying du Canada a fait les changements qui s'imposent. Elle n'a pas publié l'avis parce que nous sommes en période d'élection. Alors, à suivre après les élections. Et je vous parlais de l'interdiction quinquennale pour les lobbyistes qui ont déjà été titulaires d'une charge publique. Alors, elle a aussi indiqué qu'elle allait changer cette règle-là. Alors, j'imagine, je sais pas, elle n'a pas fourni plus de détails, mais est-ce qu'elle va réduire l'interdiction? Sans doute. On verra à suivre après les élections. En terminant, je voulais souligner que, bon, la loi sur le lobbying, c'est des lois qui ont des exigences en matière d'enregistrement. Les règles varient au fédéral, d'une province à l'autre, les municipalités, mais c'est grosso modo des règles d'enregistrement. On a la loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère qui a reçu sanction royale, l'été, printemps passé, je crois. Et puis, cette loi-là prévoit aussi un enregistrement. L'enregistrement n'a pas encore été mis en œuvre, mais on s'attend à ce que ça soit fait là, après encore, à suivre après l'élection. Et là, ce qu'on va voir, c'est comme un parallèle qui va exister entre la loi sur le lobbying et la loi sur la transparence là, et la responsabilité en matière d'influence étrangère, parce que les exigences sont similaires. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de définir les exigences. Alors, les délibérations d'un organe législatif, l'élaboration d'une proposition législative. Vous voyez là, les similarités entre la première page de la présentation où j'explique les mesures réglementées et encore les mesures réglementées au niveau de cette loi. Alors, ça va être à suivre parce qu'habituellement,
les diplomates qui exercent dans le cadre de leur fonction ne sont pas considérés comme des lobbyistes ou des fonctionnaires d'autres gouvernements qui viennent au Canada participer à des réunions ou quoi que ce soit, ne sont pas considérés comme des lobbyistes. Alors, ça va être intéressant de voir la façon dont on va partager les choses et faire les règlements qui s'imposent pour, euh, pour offrir un peu plus de clarté sur le sujet aussi. On veut toujours s'assurer de la transparence, s'assurer qu'on ait atteint une transparence qui est quand même là, efficace et que les gens comprennent ce qui se passe. Alors là-dessus, je termine. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai dû faire ça rapide. C'est un survol, mais dans le temps qui nous reste, si vous avez des questions, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Et si vous n'avez pas si on n'a pas le temps, n'hésitez pas à envoyer vos questions à Maître Hogan et ça me fera plaisir de répondre aux questions par écrit si vous voulez. Euh, Pas de problème à ce niveau-là. Vous savez que nous sommes toujours ici chez Garling WLG pour vous aider ou aider vos clients à naviguer les exigences de la loi sur le lobbying au fédéral, en Ontario ou toute autre juridiction où il pourrait opérer. Alors, merci beaucoup. Merci, Maître Sabourin, pour cette présentation qui était très captivante. Et d'ailleurs, j'avais plusieurs questions à vous poser tout au long de la présentation, mais je ne voulais pas vous interrompre parce que vous avez partagé beaucoup d'informations qui étaient très intéressantes. Alors, je vais profiter de cette pause pour rappeler à tout le monde que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la fonction Q et R, questions-réponses ou Q&A en bas de la fenêtre. Vous pouvez aussi poster vos questions dans le chat. Mais entre-temps, Maître Sabourin, j'aimerais vous renvoyer un peu, vous ramener au début de votre présentation, quand vous nous avez expliqué que le lobbying, qu'est-ce que c'est le lobbying en fait? Et vous avez dit précisément que c'est le fait de communiquer avec les titulaires d'une charge publique à propos d'une mesure réglementée, ce qui inclut l'octroi d'un avantage financier. Alors moi, je me demandais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un avantage financier? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, un octroi d'un avantage financier, ça serait un prêt du gouvernement fédéral, provincial, mais je vois un prêt, des décrets de remise, une contribution remboursable. Alors, il s'agit, autrement dit, euh, tout ce qui n'est pas de l'argent que le gouvernement donne là, gratuitement là, pour un projet ou une activité. Alors, parce qu'on sait que souvent les gouvernements donnent des prêts à tarifs réduits, à taux réduits au niveau des programmes. Alors, ce sont le type d'avantages financiers qui sont considérés là, comme des mesures réglementées lorsqu'on approche le gouvernement pour avoir du financement à ce niveau-là pour des projets. Et merci beaucoup pour cette réponse. Vous avez aussi expliqué qu'il y a différents seuils qui s'appliquent au niveau fédéral et provincial et qui vont bien sûr avoir un impact sur l'obligation de s'enregistrer. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'en Ontario, le seuil, c'est 50 heures. Dans une certaine période, j'étais pas trop sûre. Combien de mois est-ce que vous avez dit? Un an. Un an. Pendant un an. Alors, c'est quand même assez relax, là. Mais le seuil d'enregistrement est de 50 heures pendant une période d'un an. Alors, c'est ce que la loi exige, mais comment est-ce qu'on calcule ces 50 heures? Est-ce qu'il y a des déclarations? Ah, bon, ben ça, oui, c'est la question qu'on nous pose souvent. Alors, bon, 50 heures, ça peut se faire assez rapidement. Alors, communément, qu'on recommande maintenant de nos jours, je me fie, là, si on regarde la loi d'Ontario sur bon, qui régit le travail, là,
le titre de la loi m'échappe, mais enfin, si on dit que une semaine de travail est 37,5 heures, alors durant ces semaines-là, combien d'heures est-ce qu'on consacre aux activités de lobbying? Comme vous pouvez voir, ça peut aller assez rapidement, hein, parce que c'est à l'intérieur d'un an. Alors, c'est ce que je recommande. On en a discuté aussi avec l'Ontario et on n'a pas reçu de commentaires négatifs. Je crois que c'est la façon la plus simple de, de faire le calcul ou sur une base d'une journée qui est 7,5 heures, mais c'est comme ça qu'on suggère de faire le calcul. Merci. Vous avez aussi parlé je pense que c'était une base de données où on peut trouver tous les lobbyistes, soit salariés, soit les lobbyistes conseils. Est-ce que ça, c'est un site internet ou est-ce que c'est... euh, Chaque le site du fédéral, je peux vous envoyer les liens, mais le site du fédéral, le commissaire au lobbying du fédéral, on peut faire des recherches dans la base de données qui est publique. Il y a certains renseignements qui ne sont pas publics en raison de bon les lois sur la confidentialité, là, mais ce qui est important est public. Chaque registraire à travers les provinces, y inclut l'Ontario, le registre est public et même les municipalités. Alors, il s'agit d'aller à si vous recherchez un lobbyiste qui opère en Ontario, je vous donnerai les deux liens pour l'Ontario et le fédéral. Vous n'avez qu'à aller dans le site et vous allez voir tout de suite une tuile ou un bouton, appelez ça comme vous voulez, là, qui vous donne accès au registre public. D'accord, bah, vous avez répondu à ma prochaine question. C'était vraiment à qui est-ce que ça sert ces registres, ces bases de données. Mais vous avez expliqué que c'est pour ceux qui recherchent des lobbyistes, alors? Ben, c'est pas vraiment pour ceux. C'est parce que le fédéral et les provinces sont engagés à être plus transparents, hein, parce que souvent il y avait, ben, ça a commencé, la loi fédérale date de 1988. Et donc, on sait que l'Ontario a suivi durant la même année, là. Mais alors, c'était pour fournir plus de transparence, pour rendre les gens qui faisaient des représentations auprès du gouvernement, de même que les fonctionnaires, députés, sénateurs aussi, plus redevables, là, et aussi rendre l'information publique. Euh, En ce qui concerne les recherches, les gens consultent les bases de données. Je vais vous dire, les médias font des recherches dans les bases de données parce qu'il y a eu parce que il y a eu des renseignements qui ont été publiés par des médias et puis alors, les médias font des recherches, fonctionnaires font des recherches, sans tous les registraires font des recherches. Et puis, les avocats font des recherches aussi parce que souvent, nos clients nous demandent, c'est utile souvent pour voir si on a un client dans un secteur d'activité et on peut consulter d'autres entreprises dans le même secteur d'activité, voir comment euh, consulter les gens qu'ils approchent, etc., etc. Alors, c'est plus une analyse compétitive à ce niveau-là, là, savoir qui parle à qui, au sujet de quoi. Mais c'est surtout ça. Et les sites vont faire des analyses sur leur base de données aussi, vont fournir des renseignements sur le nombre de lobbyistes qui se sont inscrits durant une certaine période, si les déclarations augmentent ou diminuent, le type de sujet. Alors, il y a plusieurs de renseignements qui sont fournis à ce niveau-là. C'est bien à savoir tout ça. On a aussi une question la fonction Q et R. Alors, ça a à voir avec l'interdiction faite aux fonctionnaires de faire du lobbying dans une période de 5 ans après leur fonction. Mhm. Alors, on veut savoir si cela concerne toutes les catégories de fonctionnaires ou simplement certaines catégories de fonctionnaires.
L'interdiction quinquennale s'applique à tous les fonctionnaires. Alors, les titulaires de charges publiques comme les titulaires de charges publiques désignés. Les hauts fonctionnaires, surtout. Et je sais que vous avez défini le terme cadre supérieur, ou je pense que c'était plus dirigeant, mais Oui, oui. supérieur, Mhm. c'était un terme que j'étais pas trop sûre si vous aviez expliqué de quoi il s'agit. Je fais la distinction ou la nuance là, à partir de la lecture de la loi, des exigences, mais le cadre dirigeant serait l'employé. Là, on parle dans un contexte d'une entreprise de déclaration de lobbyiste salarié. Alors, on parle de l'employé l'employé rémunéré qui est le plus élevé dans la hiérarchie de l'entreprise. Et souvent, pour simplifier les choses, je disais que c'est souvent quoi, le président, directeur général ou président qui sont, qui sont ceux qui sont les plus hauts employés dans la hiérarchie. Et ce sont eux qui doivent certifier la déclaration comme quoi elle est véridique et conforme à la loi. Et, euh, et même s'ils ne remplissent pas le formulaire, là, ils ont quand même une fonction de validation à la fin. Alors, ça c'est le cadre dirigeant. Le cadre supérieur, ce serait plutôt euh, ceux un niveau, comment je pourrais dire, donc, un niveau intérimaire. Comme j'expliquais, disons que vous avez un directeur de marketing, alors ça serait plus un cadre supérieur, parce qu'encore là, la loi exige que le cadre dirigeant et tous ceux qui se rapportent directement au cadre dirigeant, souvent ce sont les VP, là, les vice-présidents, alors, eux n'ont pas de seuil d'enregistrement, tandis que les employés, et je faisais la distinction, forcément, les employés, on a quoi? On a des gérants, on a des directeurs, on a, bon, alors, tous ceux-là font l'objet d'une déclaration. Ce sont eux qui sont sujets à l'application du seuil d'enregistrement là, de 20% au niveau fédéral. Merci d'avoir clarifié cette distinction. Et j'avais aussi une question au niveau du code de lobbying Mhm, fédéral. Alors, vous mhm, nous avez expliqué que auparavant on parlait de conflit d'intérêts, mhm. alors que maintenant, ça a été changé depuis 2023, je pense, à sentiment d'obligation. Mhm. Vous avez décrit de quoi il s'agit. Pour moi, on dirait qu'on parle de la même chose. Alors, je voulais savoir pourquoi est-ce que ça a été important de changer cette terminologie. Ah ben là, c'est une question que probablement la commissaire au lobbying serait plus en mesure de répondre que moi. Non, je suis d'accord avec vous, forcément, c'est très similaire. Lorsqu'on regarde les deux, bon, je crois qu'elle voulait peut-être, bon, euh, élargir à la fois et clarifier la portée de ce qu'elle entend par conflit d'intérêts, sentiment d'obligation, mais je dois vous assurer, là, forcément, que ce ne sont pas tout le monde qui partage son interprétation. Alors, ce que je vous ai donné, c'est tiré directement du code et c'est quand même assez général. Alors, c'est à suivre parce que selon la commissaire au lobbying au Canada, elle n'a pas trop de questions là-dessus, mais je crois qu'à un moment donné, peut-être que à force d'utiliser le code, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des questions. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde le code de 2023, on n'est pas forcément, on n'est pas découragé d'ignorer le code de 2015. C'est une information connexe à consulter, de même que les autres lois là, que j'ai énumérées là, concernant les conflits d'intérêts pour les sénateurs, les députés et les employés. Alors oui, je suis d'accord avec vous. C'est un changement de terminologie peut-être plus qu'autre chose. Mais alors, donc, est-ce que ça veut dire que le code de lobbying fédéral, c'est un peu facultatif?
Non. ça ne conduit pas à des sanctions ou... Oui, d'accord. c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Ah, d'accord. Bon. OK? Alors, tous les lobbyistes doivent se conformer aux exigences de la loi en termes des déclarations Mm. et aussi leur conduite doit être conforme au code du lobbyiste. Oui, c'est ça, au code des lobbyistes plutôt. D'accord. Alors, la dernière version a un peu plus de détails à certains niveaux, là, dont les cadeaux, les marques d'hospitalité, le travail politique. Mm. Et à certains niveaux, il n'y a pas trop de changements, mais conflit d'intérêts, il y a eu un changement de terminologie euh, qui a été fait. D'accord. Bah, j'avais une autre question, mais je vois que le temps file et donc je vais donc vous remercier vraiment pour cette présentation qui a été très informative, très utile, instructive. Et j'aimerais aussi remercier nos participants et nos participantes pour votre présence aujourd'hui. Et sans plus tarder, je cède la parole à Maître Edith Pérus pour les mots de la fin. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Merci, merci, Maître Sabourin, merci, Maître Hogang, pour cette formation qui était très informative, cette formation en français. Je suis certaine que ce fut très utile et intéressant aussi pour chacun et chacune de nos participants. J'aimerais vous remercier de nous avoir rejoints cet après-midi. On va vous envoyer un lien à l'enregistrement, un lien aussi au sondage de rétroaction. C'est toujours utile pour nous, vos commentaires. Ça nous appuie dans notre planification puis dans la livraison de nos formations futures. Fait qu'on aimerait que vous preniez quelques secondes, une minute tout au plus pour compléter le sondage. C'est grandement apprécié. Donc, au plaisir de vous revoir dans un prochain événement. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent après-midi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.